Nous avons eu hommage à Maryse Condé aujourd'hui, une femme immense et internationalement connue, avec sa première fille qui est aussi la présidente de Casa Condé en Guadeloupe, Sylvie Condé, Sylvie Anne Condé, c'est bien ça, hein? On ne se trompe pas devant la photo de sa maman. 2 ans après, te voilà à Paris pour rendre hommage à maman. Toutes les filles de Maryse Condé rendent hommage à leur mère à Paris, au parc floral de Vincennes. Comment ces 2 jours se sont passés? Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que ces 2 jours ont dépassé nos espérances. On ne s'attendait pas à un résultat, un accueil aussi chaleureux. D'abord, nous avons organisé la session pour un peu répéter l'hommage qu'on avait fait en Guadeloupe à Maryse Condé en février 2026, date de son anniversaire, le 11 février. Et on s'est dit, bon, on va essayer de tâter le terrain en Paris pour voir un peu la communauté de l'Hexagone, pour voir est-ce qu'elle est friande de Maryse Condé, comment ça se passe. Et vraiment, on a été très très ravis dans la mesure où les gens sont venus avec une forte participation. On a une bonne communion. Nos 2 journées étaient organisées avec une première partie sur la présentation de l'œuvre académique de Maryse Condé, les témoignages de son époux, de moi, en essayant de parler de sa vie et de son legs au monde pour essayer de mieux la faire connaître. Et puis le 2e jour, on a réuni tous les artistes qui étaient inspirés par elle, des poètes, des chanteurs et aussi des expositions de peinture, et vraiment on a eu un beau contact avec le public à Paris, et on a été sollicité pour continuer à produire ce genre d'événements. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autocritique, voir un peu comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et sûrement qu'on va pérenniser ces moments de rencontre, mais de la meilleure façon possible. Sylvie, on sait que Maryse était une combattante anticoloniale. Comment faire pour choisir le parc floral, ce lieu de Bois de Vincennes aussi, qui a été lieu des expositions coloniales aussi? Donc ça, c'est une chose que j'apprends. Vous savez, avec la mémoire, il faut être très prudent. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que nous sommes dans un espace mouvant et que nous dépassons. Parce que nous sommes d'abord, si on commence, on est un produit, n'est-ce pas, de société esclavagisée. Mais nous, on dit qu'on a voulu récupérer notre mémoire, savoir tout ce qui s'est passé. Et en fonction de ce qui s'est passé, on s'oriente comme des hommes possédant leur histoire et prêts à rentrer dans le monde avec la tête haute. Ok, ça a été un lieu d'exposition, mais nous sommes maintenant des hommes libres, entièrement confiants de nous-mêmes. Nous estimons que chaque race a eu des problèmes identitaires, mais elle les a résolus avec son évolution, elle les a résolus au contact de la mondialisation. Et donc nous sommes prêts à être considérés comme des êtres humains à part entière, avec des choix, des options et un engagement libre de toute histoire. 2 jours, 2 tables rondes à la fin, une sur les hommes et une sur les femmes. Quel regard que votre mère portait sur ces deux composantes de la vie? Non, bon, la première table ronde, c'était pas vraiment sur les hommes. C'était d'abord sur l'identité de l'homme noir, vous avez raison. Mais l'identité de l'homme noir au sens large, à savoir, est-ce qu'on a résolu nos problèmes d'identité, de race, de culture? Elle avait une identité au début un peu étroite, limitée à l'identité qui était le mythe de l'Afrique. Mais aujourd'hui, elle s'est libérée de ça pour être un homme complètement libre. Donc on a parlé de ça, on a parlé de la mémoire collective, récupérons nous-mêmes, parce que Maryse Condé, elle disait que elle écrivait pour se faire comprendre. Donc récupérons notre mémoire, avançons. Voilà, et puis le dernier point, la relation avec l'Afrique, il fallait clarifier. C'est bien de savoir que bon, l'origine vient de l'Afrique, mais la culture aujourd'hui fait que l'homme antillais est dans une autre mouvance. Bon, ben tant mieux, mais l'essentiel, c'est que nous rentrons dans une fraternité où on reconnaît toutes les communautés.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était de voir comment Maryse Condé avait inspiré les femmes. Et ça, c'est important pour nous, les femmes, de savoir qu'il y avait une romancière qui avait compris que les femmes subissaient la double domination. D'abord de l'homme dans le foyer, et puis ensuite, je ne vais pas m'étendre sur ce point-là, et ensuite de la société, parce que la société aussi avait un impact sur le rôle de la femme. Et une fois qu'on a discuté de ça, elle a voulu mettre les femmes à l'aise avec elles-mêmes. Certes, vous avez une vie de femme de famille, mais vous avez aussi votre vie en tant que femme qui veut créer, qui veut s'émanciper, qui veut avoir des responsabilités. Et donc de ne pas traîner un complexe parce que vous voulez vous réaliser. Donc nous sommes des femmes qui nous réalisons, nous sommes des femmes mères et nous avançons sereinement vers l'avenir. Comment une fille de Maryse Condé vit aussi l'immense popularité de sa mère 2 ans après sa mort, mais aussi tout ce qui est légué, tout ce qu'elle a légué? Comment vous vivez avec tout ça? Alors moi, je voudrais vous prendre à témoin. Quand vous voyez les films de ma mère, vous voyez que j'ai été toujours un petit peu présente. Vous me voyez gamine en train de raconter des petites bêtises et tout. Donc j'ai toujours été là. Alors pourquoi on dit ça? Comme j'étais sa fille aînée et qu'au début on était un peu une famille monoparentale, j'avais une certaine complicité. Et j'avoue que j'ai gardé une nostalgie de cette complicité-là. Parce qu'après mes sœurs sont venues, mes sœurs ont grandi, mon beau-père est venu, tout le monde est venu. Donc maintenant, je dois partager ce moment de complicité que j'avais avec elle, avec tout le monde. Qu'à cela ne tienne, je suis prête à cela. Et donc voilà, on évolue tous. Maryse Condé appartient à tout le monde. L'essentiel, c'est de pouvoir mener la réflexion, l'action que nous avons engagée avec tout le monde, avec la famille, avec la communauté antillaise, avec la communauté africaine et porter son message. Parce que ce qui compte avant tout, les thèmes, les raisons pour lesquelles Maryse Condé a combattu, ils sont toujours d'actualité. La question coloniale, elle est pas encore réglée. Vous voyez tous les problèmes que nous avons dans nos pays, dans nos communautés. Il y a quand même une nécessité de continuer à réfléchir, de continuer à s'engager. Et c'est ça qui compte. C'est ce qui compte. Sylvie Anto, c'est une femme engagée en Guadeloupe avec Casa Condé. Depuis que vous avez cette mission, comment ça va? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Moi, je suis une personne engagée, mais je fais attention à mon engagement. Vous voyez, j'ai été un petit peu échaudée par l'engagement de ma mère qui s'est mise beaucoup devant et qui n'a pas eu tous les résultats voulus. Donc, je suis une femme plus prudente que... Je suis prudente parce que j'ai déjà vu l'évolution de ma mère. Je ne m'engagerai, je ne prendrai des responsabilités que si j'ai l'assurance que les gens veulent vraiment aller de l'avant. Je ne vais pas encore rejouer le rôle de Maryse Condé, ça n'a aucun intérêt. Donc je suis là, je regarde, j'essaye de comprendre la société, de maîtriser tout ce qui se passe et quand tout le monde sera prêt, on va y aller. Mais je ne vais pas me mettre en chair à canon. Vous n'êtes pas une capitaine alors? Je suis un capitaine, mais je veux être un capitaine qui est sûr d'atteindre ses objectifs. Je ne vais pas m'engager avec des gens qui ne sont pas prêts. Il faut que les gens soient prêts. Moi, je suis prête. J'ai déjà fait moi, j'ai déjà réglé mon propre problème. Maintenant, il faut que je rentre dans un autre problème, mais il faut que les gens soient prêts. Aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que la Guadeloupe, vous voyez vous-même le statut, les débats autour, est-ce qu'on est prêt? Regardez comment on nous cogne sur la tête et pourtant, bon, est-ce qu'on est vraiment prêt? Quand on sera prêt, je serai là. Nous sommes des femmes de projet, Nous regardons tous les pourtours. Est-ce qu'il y a les financements requis? Est-ce qu'il y a l'engagement politique? Avant qu'on s'engage, il faut que vraiment on s'assure que tout soit réuni. Bon, là, dans ce cas d'espèce, il y a beaucoup d'optimisme. Mais nous sommes des gens froids. On s'emballe pas, on attend, on regarde. Moi, je suis une personne froide. Je suis pas pressée. Je fais au rythme de tout le monde. Je m'emballe pas.
Je tire mon expérience de ma mère. Je suis la fille de ma mère. Elle s'est engagée, elle s'est brûlée. Moi, vous n'allez pas m'engager et me brûler. Non, non. Merci Sylvie Condé. Nous sommes avec Leïla, la fille de Maryse Condé. Aujourd'hui, héritage à Maryse Condé sur 2 jours à Paris, hommage à ta maman. Comment tu as vécu ce moment-là avec ce public? Déjà, c'était la première fois qu'on faisait donc cet hommage à Paris sur maman, puisque j'y étais pour la première fois beaucoup en Guadeloupe. Et là, donc finalement, c'était Paris. Et toujours contente de voir que tout cet engouement autour de Maryse Condé et que finalement on se rend compte qu'on est en communion avec les gens qui viennent nous voir, qui assistent donc à ces hommages-là, parce qu'on se rend compte qu'elles veulent préserver l'héritage de Maryse Condé. Elles veulent que l'héritage de Maryse Condé continue à vivre, que les œuvres de Maryse Condé continuent à vivre et tout ce qu'elle nous a laissé en dépôt, qu'on puisse le faire fructifier. Voilà. Maryse Condé avec les hommes hier, aujourd'hui Maryse Condé avec les femmes. C'était des grands débats. On a senti que le public réclame encore, voulait un peu plus. Comment parler de cette femme à travers ces hommes, à travers ces femmes? Parce que je crois que Maryse Condé nous a laissé sur notre faim. Elle a eu effectivement un destin avec les hommes, un destin avec les femmes. Elle nous a juste raconté et puis c'est à nous de savoir effectivement comment interpréter tout ça. Mais elle est partie sans pouvoir nous donner la solution. Nous sommes des femmes, on se débat avec les hommes. Vous savez comment c'est toujours compliqué avec les hommes. Elle a vécu la même chose que nous sans spécialement nous dire comment se comporter. Donc en fait, c'est encore des choses qu'elle nous laisse à résoudre à nous. C'est encore quelque chose qu'elle nous demande de résoudre à notre niveau à nous. Voilà, je suis une femme, j'ai une fille, j'ai des petites filles, donc c'est encore, c'est une lourde responsabilité qu'elle nous donne. Parce que comme on dit, elle pose les faits, mais elle ne donne pas de solution. Comment vivre avec cet héritage? Une maman Difficile. Internationalement connue. Difficile parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, en fait, moi je me définis comme une citoyenne du monde parce que maman, si vous voulez, bon, elle n'était pas ni guadeloupéenne, ni américaine, ni française, elle était tout ça et rien en même temps. Donc c'est vrai que culturellement, bon, on ne savait pas trop. Aux États-Unis, je n'étais pas américaine, en Guadeloupe, je ne suis pas guadeloupéenne, en Afrique, on me fait comprendre que je ne suis pas africaine. Donc c'est difficile en fait. Donc je me dis, j'ai trouvé la solution, je dis voilà, je suis une citoyenne du monde et puis j'accepte tout le monde et j'essaye de comprendre tout le monde comme elle nous l'a demandé de le faire. Donc voilà. Mais c'est difficile effectivement parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas vraiment ancré sur quelque chose de bien précis. On est toujours à la recherche, est-ce que là on va m'accepter? Est-ce que là on va m'accepter? Est-ce que là je suis dans mon... On ne sait pas. On ne sait vraiment. On ne sait vraiment pas. Vraiment. Donc, continuer cet héritage, c'est aussi mettre en place la maison d'édition Maryse Condé dans quelques mois. Oui, pour représenter la diversité surtout. Je pense que Maryse Condé, c'était la reconnaissance des identités multiples. Pas focalisé simplement sur un pays, une région, une culture. Et je crois que je voudrais laisser la chance, parce que maman aimait beaucoup les jeunes, elle aimait beaucoup aider, elle était toujours prête à faire des préfaces, à lire les jeunes talents ou les jeunes qui avaient des velléités, ou même pas les moins jeunes aussi. Donc je pense que c'est une façon aussi de poursuivre cette bienveillance aux gens qu'elle estimait qu'il fallait aider parce qu'ils ont entrepris quelque chose. Ils n'y arrivent pas toujours parce qu'il y a des barrières, malheureusement. Et on s'est dit, bon, on va essayer d'aider les gens à publier, à avoir accès à l'édition, quels que soient les pays. Afrique, vous savez que l'Afrique, bon, c'est un peu compliqué. On voit très peu d'auteurs africains sur la scène internationale. On a quelques-uns comme ça qui émergent et puis après, bon, on n'en voit plus. Donc je pense que pour l'Afrique et les ultramarins aussi, c'est une façon aussi à faire valoir d'autres points de vue, d'autres idées. Et c'est une ouverture aussi vers le monde, je trouve tout simplement. Voilà. Merci Leïla. De rien. Voilà, nous sommes avec Aïcha en ce 2e jour hommage à Maryse Condé, sa maman. Aïcha qui est la 2e fille de Maryse. Aïcha, comment tu as vécu ces 2 jours de manifestation dans ce bois de Vincennes? C'était un plaisir, vraiment une fierté, la diversité des interventions. Il y avait des universitaires, il y avait des gens qui racontaient des extraits de vie. C'était magnifique, une vraie réussite. Et je félicite ma sœur Sylvie et Kanga d'avoir organisé l'événement. Le choix des participants, c'était vraiment magnifique. Je sors de là contente. Vraiment. Il y a eu beaucoup de monde dans cette manifestation, oui. Il y a eu beaucoup d'échanges, des invités institutionnels, des amis de Maryse Condé. Ils n'ont pas arrêté de glorifier votre mère, cette immense dame.
Alors, justement, je crois que depuis qu'elle n'est plus avec nous, ces moments de rencontre où on lui rend hommage me font vraiment chaud au cœur. Parce que elle est avec moi toujours. Dans mon salon, j'ai 2 photos d'elle, un portrait et une photo, d'ailleurs c'est une de celles-là, qui me font face. Donc moi je suis avec elle au quotidien et ces moments-là, ça me fait voir qu'elle est toujours parmi nous, elle infuse, elle diffuse, elle essaime. Non, vraiment c'est positif, je suis vraiment contente. En ouverture de cette manifestation, il y a son mari, oui, Richard Filcons, qui a quand même envoyé un message émouvant, un message plein d'amour, plein de beauté. Est-ce que ça vous a touché à un moment donné? Oui, alors les gens doivent savoir que moi, Richard, je le connais depuis que j'ai 6 ans. Et j'approche de l'âge de la retraite. Donc j'ai passé plus de temps avec Richard qu'avec mon père. Et je ne l'ai pas considéré comme un père de substitution, mais c'est mon beau-père et j'ai vraiment des sentiments d'affection nourris pour lui et qu'il soit là et qui... Vous avez vu comment il parlait, cette façon de parler des différentes Maryse, et il est toujours ému. Il est toujours ému aujourd'hui quand il en parle et je suis très attentive à mon beau-père, faire attention à lui, l'appeler, l'inclure dans des repas de famille. Non, c'est une personne qui compte énormément pour moi et pour ma fille aussi. S'il y a un mot à dire de cette manifestation, qu'est-ce que tu nous diras? À refaire? Merci Aïcha. Condé raconté par les femmes. Et nous en profitons donc naturellement pour aborder le thème de la force d'une littérature qui se transforme des vies et qui éveille des consciences. Donc, je vais commencer par me présenter un peu et présenter donc le panel. Donc, je m'appelle Ekanga Choubou, je suis journaliste, écrivain. Je me sens un peu émue ce soir parce que je parle de Maryse Condé qui a représenté dans ma vie de journaliste ma toute première interview. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ce métier il y a assez longtemps, dans les années 80, Maryse Condé a été la personne qu'on m'a invitée à aller interviewer. Et je peux dire que c'est une interview, naturellement, comme vous pouvez vous en douter, moi qui étais jeune étudiante, jeune journaliste, vous voyez, le lapsus commence, je sortais de mes études. Donc c'était quelqu'un, et ça a été signalé plusieurs fois au cours de ces 2 journées, quelqu'un qui a reçu la journaliste que j'étais avec une telle bienveillance et avec une telle simplicité qu'elle m'a permis vraiment de me lancer sans trop d'efforts. Donc, ceci étant dit, je vais reprendre la formule de Sylvie. Je vais vous présenter les personnes qui vont constituer ce panel, qui vont constituer cette table ronde avec moi. Donc, je vais commencer à ma gauche par Carole Darrière, qui est une thérapeute, je vais dire ça comme ça, qui s'intéresse beaucoup à la résilience et dont le livre qu'elle a publié s'appelle « Au-delà de la résilience ». Je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, à ses côtés, à côté de ça, Carole anime également, je vais faire quand même des présentations complètes, Carole anime également un think tank qui porte le nom de son ouvrage, « Au-delà de la résilience ». Et c'est une personnalité, vous allez la découvrir dans le cadre de cette table ronde, qui a une action qui est vraiment, une action qui est très impactante dans la communauté antillaise et au-delà. À côté, à côté de Carole, nous avons Eva Doumbia, qui est auteure et qui est artiste. Voilà. Elle a écrit également un livre qui s'appelle Yench.
En fait, j'en ai écrit plusieurs et il y en a un qui s'appelle Les liens, qui veut dire le chien à l'envers. Voilà, c'est celui que j'ai effectivement retenu. Et c'est un livre donc, qui aborde le thème de la violence policière. Et c'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui aborde le thème de la violence policière et du racisme systémique. Et je vais en terminer avec Chantal Aounou, qui est aussi, qui nous rejoint dans cet échange, qui est ex-maire adjointe de Sarcelles et qui avait en charge donc, les problèmes liés aux droits humains. Et à côté de ça, vous êtes historienne et vous avez écrit un livre qui s'intitule « À la recherche de Voulet », hein, vous dites si je me trompe, sur les traces sanglantes de la mission Afrique centrale dans les années 1898 à 1899. Donc c'est un travail d'historienne. Oui, puis j'ai aussi écrit d'autres choses. Oui, non, mais j'ai choisi pour chacune de vous un livre particulier qui correspond à la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais quand même faire une citation de Marie Scondé. Donc Marie Scondé disait qu'elle n'écrivait ni en français ni en créole, mais en Marie Scondé. La formule, on l'a entendue pendant les 2 jours, mais je tenais à la reprendre, parce que cette formule résume sans doute toute sa liberté. Aujourd'hui, les 4 femmes que nous avons invitées vont nous raconter non seulement l'écrivaine, mais aussi l'empreinte que Marie Scondé a laissée sur chacune de vous. D'accord ? Donc je vais commencer par... je vais commencer par Chantal, parce que vous m'avez demandé d'être avis. Donc Chantal, comment avez-vous rencontré Marie Scondé et quel est l'impact qu'elle a eu sur votre écriture ou sur votre travail? Alors je vais dire que c'est pas l'impact sur mon travail, c'est l'impact sur ma vie tout court. Et je l'ai rencontrée peut-être il y a 6 ans, la première fois, en Avignon, avec Greg Germain et Marie-Pierre Thomas. Et il y avait bien sûr, il y avait aussi beaucoup d'amis qui étaient autour d'elle, et notamment Véronique Poloma. Et quand j'étais à côté d'elle, elle me demande qui je suis, ce que je fais dans la vie. Et donc je lui dis, je dis aussi que je suis enseignante. Un espèce de silence, et là, j'entends sa voix me dire, alors je ne sais plus si elle m'a dit vraiment comme ça, hein, mais elle me dit en tout cas, je regrette que mon œuvre ne soit pas plus connue dans les établissements scolaires. Et là, moi aussi, j'ai un moment de silence et je réponds, Marie, ce sera fait. Voilà. Et l'aventure a commencé comme ça. Pardon ? Non, allez-y. Donc il m'a fallu un moment de gestation de m'approprier l'œuvre de Marie, parce que vous êtes à côté d'une femme exceptionnelle. Alors je ne sais pas, je la regardais, je l'observais, j'ai senti cette intensité, cette luminosité et cette gentillesse, vraiment, et en même temps cette simplicité. Et donc, quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, bon, je vais y réfléchir. Et donc, j'ai mis 1 an à réfléchir. Et je l'ai revue l'année d'après. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est bon, on se lance. Voilà. Et l'aventure a commencé comme ça. Conversation. Et vous, Eva Doumbia, comment avez-vous rencontré Marie Scondé? La rencontre avec Marie Scondé, elle s'est faite en plusieurs fois. Petite,
En 1984, il y avait un livre qui me foutait la trouille sur la table de mes parents. J'étais grande lectrice, mais il y avait un livre qui me foutait la trouille, et c'était Ségou. J'ai pas osé l'ouvrir, c'était la couverture qui me foutait la trouille, je sais absolument pas pourquoi. C'était la couverture avec le mur. C'est ça. En fait, il y avait ce livre, je passais devant et j'avais peur de ce livre, il n'était pas ouvert. Là, on est en 84, je crois, parce que c'est la sortie du livre. Hein. Et quelques années plus tard, non, de nombreuses années plus tard, moi j'ai une histoire familiale compliquée, donc je suis effectivement originaire de Ségou, même si je suis d'origine ivoirienne, mais c'est l'histoire de divorce, etc. Donc biologiquement, je suis originaire de Ségou, précisément de San. Et je commence à m'intéresser à l'histoire du peuple Bambara. Et je discute avec une amie qui s'appelle Nantene Traoré, qui est comédienne, je suis metteuse en scène. Et je lisais l'épopée Bambara de Ségou. Je ne me rappelle plus le nom des historiens, mais c'est l'épopée versifiée, traduite du Bambara. Et Nantene me dit, mais tu devrais lire Ségou de Maryse Condé, tu vas voir, c'est vachement bien. Et je commence à lire Ségou, et on est en 2012, à ce moment-là. Et c'est le moment où elle sort La vie sans phare. C'est un moment assez compliqué pour moi. Dans notre compagnie, il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Ma soeur est en grande dépression. Et parce qu'on était 4. On a aussi un frère qui est décédé. Et j'ai ma soeur cadette qui est en grande dépression. Et Maryse vient présenter La vie sans phare à Marseille, à l'Alcazar. Et elle est invitée à ce moment-là par Lucie Cassan et Mona Georgelin, qui sont des amis. Et en fait, j'écoute Maryse Condé, je suis avec ma sœur, et ma sœur me dit, qui est en dépression, elle me dit, cette femme est extraordinaire, j'ai l'impression qu'elle m'inspire beaucoup. Et moi, je pose une question à Maryse, sans me présenter, sans dire je suis metteuse en scène, rien du tout. Je lui pose une question sur Ségou, que je venais de finir, et je lui demande comment ça se fait que ce livre est aussi précis historiquement. Elle me répond que c'était une thèse qu'elle a transformée en roman. Alors moi, Maryse Condé, je l'ai connue à travers ma maman. À travers ma maman parce que je suis issue d'une famille monoparentale. Ma maman nous a aidés, on était 5 enfants. Et à travers tout ce qu'on a pu vivre et qu'on a pu subir, parce que ma mère a été battue également, elle nous a dit qu'il fallait qu'on lise. Et on avait cette bibliothèque à la maison. Et elle nous disait, si vous ne lisez pas les livres qui sont là, vous ne pourrez pas comprendre ce que je traverse. Vous ne pourrez pas comprendre ce que nous, femmes noires, nous traversons. Et vous avez cette obligation de comprendre. Et c'était devenu un rituel. On avait ces soirées où ma mère choisissait un chapitre qu'elle nous lisait à voix haute et qu'elle nous expliquait. Et elle nous faisait une transcription par rapport à ce qui s'était passé la veille ou ce qui allait se passer par la suite. Et de la manière dont on devait se relever, de la manière dont on devait être forte. Et en fin de compte, cette rencontre qui a bercé depuis mon enfance jusqu'à la femme que je suis aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'émotion parce que je suis en train de donner quand même une grosse partie de ma vie que personne ici ne connaît. Ça permet de se forger. Et aujourd'hui, lire Maryse Condé et le comprendre, et c'est pour ça qu'il est important de dire aux gens, ce n'est pas juste lire, il faut comprendre l'écriture de Maryse Condé pour savoir tout ce qu'elle nous a laissé en héritage. L'héritage qu'elle a donné, il est colossal. Et alors, j'aime aimer, j'aime être aimée. Et où est le problème? C'est-à-dire qu'on est des femmes, sachons s'exprimer, allons vers l'avant, allons vers l'amour de l'autre, la connaissance de l'autre. Elle a fait tous ces voyages, à travers tous ces voyages, elle a écrit. C'était pas l'écrivaine noire, l'écrivaine antillaise, c'était également une enseignante, c'était une érudite. On a une femme, en fin de compte, lorsque vous lisez ses écrits, moi je suis experte en neurosciences, mais sincèrement, quand on lit ses écrits, mais elle a survolé les neurosciences, elle les a plus que survolées. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre des passages de nos vies, même des choses qu'on doit affronter
À travers ses écrits, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, son écriture, elle est intemporelle. Elle est intemporelle parce qu'elle nous emmène à la réflexion et à la décision sur ce qu'on veut devenir. On n'est pas en train de dire qu'elle nous dit qu'on doit faire. Elle nous demande de mettre un pas devant l'autre. C'est ce qu'elle nous demande. L'héritage de Maryse Condé, c'est mettre un pas devant l'autre. Rester fier, être fier de ce qu'on est. Et on parle souvent de politique, mais elle a fait de la politique bien avant nous. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que quand une femme s'affirme, qu'elle parle et qu'elle sait où elle va, elle est déjà dans la politique parce qu'elle change le monde. Et c'est ça, s'il faut choisir. On n'a pas malheureusement abordé tous les sujets que j'aurais voulu aborder. Nous comprenons que son œuvre continue à vivre parce qu'elle continue de transformer, tu l'as très bien dit, celles et ceux qui la lisent. Donc voilà. Religieuse, elle allait à la messe tous les jours. Donc, Maryse connaissait la Bible par cœur. Elle adorait citer la Bible. Et je pense que vers la fin de sa vie, la religion, bon, elle avait peur de la mort. À la fin, Maryse avait très peur de la mort. Et je pense que c'était une sorte de consolation de sa part de parler de la religion et de ce livre. Moi, personnellement, je n'ai jamais aimé ce livre. Non, d'accord. On va passer à autre chose. La réponse a été donnée. Merci. C'était son dernier, et je savais que c'était son dernier, et j'étais occupé ailleurs avec sa maladie, etc., pour s'occuper de ce livre. Mais c'est vrai que c'est un livre qui n'a pas eu beaucoup de succès. Les ventes n'étaient pas terribles. Et à mon avis, c'est un peu mal structuré. Enfin, c'est une opinion personnelle. Suzanne Dracius, vous venez de lire un texte, Maryse Condé, L'Immortel, c'est bien ça? Oui, c'est un texte que j'ai intitulé tout simplement « Tu es immortelle, ô Maryse ». Je m'adresse à elle. C'était à l'origine un texte qui m'a été demandé à chaud, à l'annonce de la nouvelle de sa mort, par le magazine Diva, et aussi donc traduit pour une revue américaine en anglais. Et là, je l'ai repris. Bon, bien sûr, en l'adaptant un petit peu aujourd'hui, mais j'ai repris tout ce qui m'était venu parce que on me demandait mes impressions, pas seulement les choses que tout le monde va savoir. À propos de sa naissance, et j'ai accentué les choses, par exemple, sur sa famille, parce que je trouve que c'est important que les gens sachent cette filiation, par exemple, que sa grand-mère a été la première directrice d'école, alors noire entre guillemets. Je trouve que c'est important, ça la situe beaucoup. Et vos impressions, justement, sur cette journée et au Parc Floral? Alors au Parc Floral, mais justement, je crois que c'est un lieu qui lui convient parce que cette atmosphère sylvestre, forestière, elle qui avait quand même cette tendance à bien sûr communiquer avec la nature, à aimer les choses qui nous parlent et qui sont presque des choses viscérales hein, que nous avons comme dans le contact avec la nature. Moi, je crois que ça lui aurait bien plu. Alors je ne sais pas, je ne suis pas assez intime avec elle pour savoir si elle connaissait et aimait ce lieu, mais je pense que oui, parce que dans tout ce cadre où il y a aussi le théâtre et tout ça, c'est quelque chose qui, je pense qu'elle a été jouée peut-être même hein, d'ailleurs dans le coin. dans ces lieux. Merci Suzanne Dracius. Je vous en prie. De Guylaine Mondor de l'association Songer. Guylaine, au Parc Floral, premier hommage rendu à Maryse Condé. Je pense que vous avez lu quelques ouvrages. Comment vivez-vous ce moment? Eh ben, c'est un moment fort émouvant de reconnaissance et je suis très fière et ravie d'être ici aujourd'hui pour honorer cette grande dame qui est toujours vivante par ses écrits et dans nos cœurs. Qu'avez-vous lu de Maryse Condé pour qu'on ait un souvenir? Alors, j'ai lu plusieurs romans de Maryse Condé, mais celui qui m'a marqué, c'est le tout premier, c'est Moi, Tituba, sorcière. Voilà. Qui a été joué notamment en pièce de théâtre par Daniel Cacou.
Oui, tout à fait, mais j'ai pas eu la chance de voir cette pièce. Mais c'est vrai que bon, elle a écrit un autre roman aussi quand elle était pour ce retour en Afrique, Ségou. Mais c'est vrai que celui-ci m'a beaucoup touchée, peut-être parce qu'il parlait des sorts aussi des femmes et de la femme noire. Et nous sommes toujours vus un peu comme des sorcières aujourd'hui. Est-ce que l'association Songer rendra aussi un hommage aussi prestigieux que celui au Parc Floral? Alors je voulais terminer. Quand nous sommes toujours vus un petit peu comme ça aujourd'hui, je pense notamment à Aya Nakamura, tous les sobriquets et les insultes racistes qu'on peut dire qu'elle reçoit. Et Songer est basé à Saint-Denis, dont on a eu un maire originaire du continent africain qui a été élu, donc noir, et ça nous a vraiment blessé tout ce qui s'est passé. Alors pour la question, je ne me rappelle plus, c'était... La question, est-ce que l'association Songer rendra aussi un hommage à Maryse Condé? Alors l'association Songer, donc effectivement, on y pense. Donc l'année dernière, au 1er novembre, nous avions rendu, puisque le 1er novembre, nous réalisons une retraite au flambeau de la basilique à la stèle de Saint-Denis. Cette stèle qui est un hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Donc nous allons porter symboliquement de la lumière à nos parents, à nos aïeux disparus, en apportant des bougies et des lampions. Donc l'année dernière, nous avions rendu un hommage à Jacques Martial. Et cette année, oui, effectivement, pour Maryse Condé, nous souhaitons bien sûr lui rendre cet hommage. Et je fais partie aussi du prix littéraire Fête Maryse Condé, voilà, donc créé par Juliette Pontescrope. Voilà, donc je suis tout à fait une petite fille, si j'ose dire, au niveau symbolique de Maryse. Alors, Gib, Maryse Condé, Eugène Mona, ces deux voix abyssales qui résonnent aujourd'hui dans leurs racines, dans ces profondeurs de mots et de textes. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai décidé là aujourd'hui de les associer dans ce contexte-là, l'hommage à Maryse Condé. Alors, que dit ce texte justement dans ces profondeurs de mots? Il explique un peu la souffrance de la personne qui était esclavagisée, qui se levait le matin, qui prenait la corde, qui marre son rein et puis qui va aller pour travailler, etc. Et donc il explique un peu toute la difficulté de la vie, justement, mais cette nécessité malgré tout, toujours d'aller travailler. Arawak est arrivé sans kayak. Il y eut l'ère de la négritude, celle de la similitude. L'Arawak répond au Tomahawk et les Indiens se découvrent le chef. Couder ouvre ses airs et ses airs dans l'air de ses airs, qui ouvre de ses pas la palle de nos trépas. Car je ne suis pas seulement négritude. Je poursuis mon chemin comme ma généalogie, ma chère. De lui, mais écoutez-nous, demain vous allez reparler de nous, quoi que ce soit. Et c'était son regret de ne pas être... Bien sûr, il est connu, etc. Il a sa statue, mais de son vivant, il n'était pas mis à la hauteur de ce qu'il méritait d'être. Et vu la puissance de ses textes, quoi. Mais bon, il est un peu comme les poètes, les sculpteurs, les peintres. C'est une fois qu'on a terminé le conteur que l'on fait l'artiste. Exactement au même parcours que Maryse Condé, très tard, la Guadeloupe l'a reconnu, et pareil que Eugène Mona finalement. C'est deux parcours identiques, mais par exemple différents. Oui, la différence c'est que Maryse a pu sortir de son île pour aussi aller trouver d'autres aspirations, aller partager aussi son travail, alors que Eugène, il est resté sur le local. Et sur le local, il a fait vibrer la même de la Guadeloupe, c'est-à-dire le Boga. Gib, vos impressions justement au Parc Floral, hommage à Maryse Condé? Alors franchement, elle aurait été vraiment contente. La dernière fois que je l'avais vue, c'était justement un hommage, et justement je devais lui faire un texte, c'est Pays rêvé, pays réel d'Édouard Glissant. Donc ça parlait beaucoup de la nature. Ô terre, si c'est terre, ô tout un jour nous sommes venus plonger dans l'éclat d'eau et la parole labourée. C'est exactement la même chose que je retrouve ici, quoi. On est ici, on est en pleine nature, on est dans un bel écrin, il fait hyper beau, il fait hyper chaud, et tout autour de nous, on est ombragé. C'est magnifique. Et on garde quand même des petits bouts de soleil parce que on va pas échapper aussi. Et voilà quoi. Donc je pense qu'elle aurait aimé ce cadre-là. Enfin, elle aime de toute façon. Elle regarde et elle aime. Merci. Nous sommes avec David Andros. David Andros qui vient d'intervenir
sur un programme avec Maryse Condé. David, est-ce que tu peux nous te présenter d'abord? Alors, je suis David Andrew, je suis écrivain poète, je suis défenseur de la laïcité, défenseur des droits des femmes, pourfendeur des discriminations et notamment LGBTQIA+. Et actuellement, je défends une nouvelle philosophie qui est celle de l'esprit des Lumières modernes, qui est en continuité de l'esprit des Lumières des XVIIe et XVIIIe siècles. Et au travers de ce texte que j'ai présenté cet après-midi en hommage à Maryse Condé, j'ai souhaité faire la relation entre les combats de l'existence du respect de la personne humaine avec nous, les combats que je porte au travers de l'esprit des Lumières modernes, qui est là pour vraiment œuvrer pour les droits humains. Maryse Condé, c'était une grande femme, une grande autrice. Quelle est sa relation? Quelle relation avez-vous avec elle? Alors j'ai une relation plus par rapport à ces filles que j'ai rencontrées, donc Leila et Aïcha, là aujourd'hui Sylvie. Donc c'est au travers aussi de Leila et de Aïcha que je me suis réapproprié aussi cette immense autrice qui est Maryse Condé, son œuvre, et que je partage et que je valorise et qu'on valorise aussi même au sein de notre association aussi Eurorema et BLK, dont je suis le président fondateur honoraire. Est-ce que le public vous a écouté, vous a entendu dans votre message aujourd'hui? Là, je suis à chaque fois agréablement surpris de voir qu'il y a l'intelligence en fait humaine qui est là pour recevoir un message peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir régulièrement. Et moi, je suis là pour appuyer en fait cette réflexion et qu'elle soit régulière, pour que ce ne soit pas juste un petit coup dans l'eau. Voilà. Il faut que je suis là pour éveiller les consciences, éveiller d'abord ma conscience. Donc je ne suis pas là comme un donneur de leçons. Je n'apporte pas de réponse à tout. J'apporte une démarche de réflexion qui vise à promouvoir le respect des droits humains. Dans la diversité? Dans le respect, dès qu'il y a respect de telle manière, tout le monde est pris en compte. Donc le mot diversité n'a même pas à être inclus puisque le respect concerne tout le monde. Ce combat, vous le menez depuis très longtemps, ça fait 30 ans que vous êtes là, vous battez tout le temps pour ces droits des LGBTQ. Et pensez-vous qu'à un moment donné, aux Antilles, on vous entend? Pour l'instant, on ne m'entend pas. Il y a beaucoup. Moi, je suis à la suite. Je suis à la suite de tous ceux qui ont déjà donné leur vie, tous ceux qui sont chaque jour sur le terrain à soutenir les personnes victimes de violences homophobes aux Antilles, en France hexagonale et ailleurs dans le monde. Moi, je suis sur le volet de la réflexion, de la prise de conscience. Donc, de montrer aussi du point de vue LGBTQIA+, et notamment s'il faut parler du contexte afro-caribéen, de l'existence et avant l'arrivée des grandes religions ou des traites négrières et arabo-musulmanes, qui avaient ces pratiques en fait étaient coutumières en fait dans beaucoup de pays en Afrique, et c'est cette vérité historique en fait que cette population afro-caribéenne, mais pas seulement celle-là, c'est l'ensemble de l'humanité qui est complètement sclérosée par rapport à un message entre guillemets et notamment religieux, qui s'est propagé depuis des années, des décennies, et ça reste dans les mentalités. Tandis que cette vérité historique d'existence de l'homosexualité avant l'arrivée des grandes religions, avant les traites négrières et arabo-musulmanes, n'est pas partagée avec la jeunesse, qui, avec ses armes de connaissance, pourrait mieux faire face à une réalité parfois qui est dans le quotidien, parce que un jeune homosexuel ou une jeune lesbienne peut avoir une famille croyante et être perdu dans cette famille par rapport à certaines paroles qui peuvent être instrumentalisées, et des enfants sont rejetés par leur famille par rapport à ça. Donc avec cette arme, que chacun puisse savoir que non, il n'y a pas d'anormalité en fait dans l'acte de l'homosexualité, c'est une diversité qu'on retrouve déjà aussi dans plus de 1500 espèces aussi animales, mais l'homme qui lui a une intelligence supérieure n'arrive pas arrive à le concevoir pour l'espèce animale, dauphin, bonobo, etc. Mouton aussi, mais n'arrive pas à le concevoir pour lui-même en fait. Donc là, on peut parler de diversité humaine du point de vue des relations. Merci David. Kanga Chungu, je suis journaliste, écrivain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré Maryse Condé il y a une trentaine d'années. Elle a été ma première interview. Je suis devenue amie non seulement avec Maryse, mais avec ses filles. On a maintenu le lien pendant toutes ces années. Et là, comme Sylvie habite en Guadeloupe, elle m'a dit il y a quelques mois, je viens à Paris cet été, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un hommage pour maman? Et c'est comme ça qu'est partie l'aventure. Et c'est comme ça en 3 mois, on a monté cet événement. Comment vous avez vécu ces 2 jours de manifestations culturelles?
en hommage à Maryse Condé aujourd'hui à Paris, au parc floral de Vincennes? Donc, quand on a décidé d'organiser ces 2 journées, moi personnellement, j'ai dit à Sylvie, moi je ne suis pas dans les ors de la République. Moi, les ministères, les salles avec des dorures et tout ça, non. J'ai envie de rendre hommage à Maryse Condé dans la nature. Je connais le parc floral parce qu'il y a beaucoup d'événements qui s'y tiennent et que j'ai déjà organisé pas mal de choses ici. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est présenté. Et donc eux, ils me connaissent très bien ici. L'espace zen, c'est un endroit où on fait du yoga, où c'est du bien-être. Et je me sentais vraiment en phase avec cet endroit pour organiser ces 2 journées. C'est un endroit aussi chargé culturellement aussi, avec cette exposition avec les eaux humains, avec l'exposition coloniale qui s'est passée aussi ici, dans ce bois de Vincennes, dans ce parc aussi. Ah, oui, au zoo, mais pas oui, ici aussi, dans le parc aussi. Ah bon, oui. Écoutez, vous m'apprenez quelque chose. Donc Mais le directeur aussi l'a dit hier aussi, ici en présence. Et vous croyez que c'est un mauvais choix? Non, par rapport au combat de Maryse Condé, je veux dire, est-ce que vous n'avez pas aussi réfléchi en amont sur ça, que Maryse aussi est une anticolonialiste, un indépendantiste? C'est une anticolonialiste, mais qui a quand même été décorée par l'État français. Elle a eu la Grande Croix, elle a eu multiples décorations qui font... Vous voyez, Maryse Condé, d'ailleurs, on n'a pas eu le temps d'en parler dans le débat. Maryse Condé, c'était une femme libre. Maryse Condé, c'était une femme libre, mais rien ne l'enfermait. C'est-à-dire qu'elle pouvait avoir, non seulement rien ne l'enfermait, mais ses idées ont évolué avec le temps. Et ça, malheureusement, on n'a pas eu le temps de le... Parce qu'on enferme Maryse Condé en disant que c'est une maman, que c'est le personnage de la maman, etc. Non, Maryse Condé, c'était toutes les femmes possibles et inimaginables. Rebelles, amoureuses, sensuelles, intellectuelle, une femme qui ne laissait personne indifférent. Et c'est vrai qu'on se reconnaît toutes en Maryse Condé parce qu'elle touche la personnalité de chacune de nous. Mais moi, ce qu'elle m'a appris, elle me disait toujours, Ekanga, reste libre. Ne laisse jamais rien ni personne t'entraver. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire en lui rendant cet hommage aujourd'hui et hier. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation, Ekanga.